Bonjour. Dans de précédentes vidéos, je vous montrais les conséquences paradoxales de l'hypothèse de la platitude de la Terre sur l'altitude supposée de l'étoile polaire, avant de vous faire découvrir les incroyables propriétés des rayons du Soleil. Je vous propose maintenant de nous pencher plus à fond sur la carte la plus souvent utilisée par les platistes. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de signaler que cette carte, ainsi que ses semblables, est en réalité l'image d'une sphère projetée sur une surface plane par un procédé géométrique appelé projection de Pestel, et qui, par ailleurs, a été utilisé pour tracer l'emblème des Nations Unies, qui ne serait donc pas forcément un repère de dangereux reptiliens. Et oui, les platistes utilisent la projection d'une sphère sur un plan pour représenter leur monde. Mais après tout, ça n'est qu'une carte. Profitons-en pour tracer le trajet des vols aériens, disons entre Doha au Qatar et Auckland en Nouvelle-Zélande, ou entre Londres et Perth en Australie. Mieux, nous allons carrément prendre l'avion de Sydney à Santiago du Chili. Joli trajet. Pour ne pas perdre trop de temps dans les aéroports, il vaudrait mieux opter pour un vol direct. Mais vu la distance, et comme le trajet passerait en gros par Los Angeles, une escale est une option à étudier, surtout si l'on tient compte du confort des classes économiques. Pour ce genre de besoin, avant de cliquer comme un forcené sur Kayak ou Liligo, qui risque de me proposer des vols coopérés par la Swissair et l'Aeroflot via Zurich et Moscou, j'aime bien me faire une idée de ce qui existe et je fais d'abord des recherches sur un de ces sites spécialisés dans le suivi des vols commerciaux. Pour cela, j'utilise assez souvent FlightAware. Voyons ce qui existe entre Sydney, code YSSY, et Santiago, code SCEL. Il n'y a pas 36 choix. Les seuls vols directs sont assurés par les compagnies LATAM et Qantas. Pas très étonnant. Par exemple, le vol Qantas QFA 27 du 22 novembre 2019 a parcouru 11 497 km en 11 h 57 minutes à une vitesse moyenne de 911 km/h. 12 heures en classe économique, merci bien. Dans ce cas, une escale à Los Angeles s'impose, quitte à poireauter un moment dans l'aéroport. Qu'y a-t-il entre Sydney et Los Angeles, code KLAX? Par exemple, le vol UAL 842 de la compagnie United, mais c'est quand même, attends, je rêve, un vol de 13h45, 12 353 km à 906 km/h de moyenne. Et c'est bien beau, mais il faut encore aller de Los Angeles à Santiago. Tiens, disons par le vol LAN 603 de la compagnie LATAM, qui vient de se poser, et qui a rejoint le Chili entre le 23 et 24 novembre 2019 en 10h19, un vol de 9060 km à 902 km/h de moyenne. Bref, vous saisissez le malaise. Tout cela n'est bien sûr qu'un énorme malentendu, et j'attends vos commentaires sur, par exemple, les limites du système ADS-B, voire la dénonciation de la collusion manifeste entre les compagnies LATAM, Qantas et United, leurs pilotes, copilotes et personnel de bord, le constructeur Boeing qui construit des avions supersoniques sans l'avouer, Airbus qui ne dénonce pas son concurrent, les contrôleurs aériens d'Australie et du Chili, voire ceux de Los Angeles qui ferment leur gueule, le site FlightAware et tous les passagers des vols entre l'Australie et le Chili, ainsi que leurs parents et amis qui les attendent à l'arrivée. Et j'en oublie sans doute quelques-uns. Ah oui, parmi les oubliés, il y a tous les marins qui sillonnent les océans comme si de rien n'était, la tête à l'endroit, la tête à l'envers, tant qu'il y a du vent. Par exemple, les participants du Vendée Globe Challenge, cette course autour du monde, à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le règlement est d'une simplicité biblique. Vous partez de la baie des Sables d'Olonne, puis cap au sud pour descendre l'Atlantique. Là, vous laissez à bâbord et dans cet ordre les caps de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, le Win au sud-ouest de l'Australie et Horn tout au bout de l'Amérique du Sud avant de remonter vers la ligne de départ. Il y a quand même un point du règlement qui est bizarre. Entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn, tout l'océan Indien et le Pacifique, les organisateurs définissent une zone d'exclusion pour interdire aux skippers de descendre trop au sud,
afin de les empêcher de se rapprocher de l'Antarctique. Voici la carte prévisionnelle de l'édition 2016, qui a été affinée ensuite en fonction de la position effective des icebergs. Mais si on réfléchit 2 secondes, ce règlement est stupide. Pourquoi les skippers voudraient-ils absolument se rapprocher de l'Antarctique au risque de heurter de gros glaçons, alors que plus ils descendent, plus le parcours est long? Ça n'a vraiment aucun sens. Le mieux serait évidemment de remonter nord-est à partir de la Tasmanie pour longer ensuite les côtes de l'Amérique. Logique, non? Et pourtant, je vous parie que la prochaine fois, ils préféreront raser au plus près cette fameuse zone d'exclusion, au risque de s'en prendre plein la gueule. Ces marins sont vraiment de grands enfants. Si la projection de Postel conserve les distances sur les méridiens, elle ne conserve pas les angles et déforme les surfaces. Par exemple, la déformation fait passer la plus grande largeur de l'Australie de moins de 4000 km à plus de 8500 km. C'est les kangourous qui vont être surpris. Sur cette carte, on peut évaluer grossièrement à 20 000 milles nautiques le trajet pseudo-direct entre les caps Lewin et Horn en remontant vers l'Amérique. Désolé, en mer on ne compte pas en kilomètres. Si l'on en croit les temps de passage d'Armel Lecléac dans le Vendée Globe de 2016, il lui a fallu 18 jours, 4 heures et 20 secondes pour parcourir cette distance, et il aurait donc tenu une moyenne de plus de 45 nœuds, invraisemblable pour un voilier, surtout mené en solitaire, lorsque l'on sait que le record actuel de la distance en 24 heures sur un monocoque a été établi par Alec Thompson à une moyenne de 22,36 nœuds, la même année, dans les mêmes conditions de vent et de mer, à un peu moins de 100 000 derrière Armel Lecléac. Imaginez la moyenne à tenir sur la route qu'ils ont pris en réalité au plus près de la zone d'exclusion. Attention, je ne dis pas qu'après la Tasmanie, ça n'est pas une bonne idée de remonter un peu au nord, afin d'éviter les 40e rugissants, les 50e hurlants, et je ne parle même pas des 60e, n'allez pas là-dedans. Mais de là à flirter avec la côte américaine. Alors, par pitié, au cas où vous seriez tenté par l'aventure, n'utilisez jamais, jamais, jamais cette carte pour la traversée de l'océan Indien et du Pacifique. D'ailleurs, n'utilisez pas cette carte pour quoi que ce soit, sauf pour faire enrager les platistes. En conclusion, que ce soit pour l'aviation ou pour la marine, la géographie platiste a pas mal d'analogies avec la physique des films hollywoodiens. C'est plaisant, ça peut éventuellement faire passer un bon moment, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je conseillerais aux tenants de la Terre plate d'étudier un meilleur modèle, en tout cas moins invraisemblable que celui-ci. Merci de votre attention.